Salut tout le monde. Eh bien, je me demandais l'autre jour, en divaguant dans mes pensées, comme ça, est-ce qu'on connaît vraiment le cinéma qui a quand même 125 ans d'existence cette année ou l'an passé, je ne sais plus, à peu près. Et je me suis dit que j'en étais pas sûr qu'on le connaissait vraiment. Alors, je vais un peu le récapituler de manière très schématique et très expéditive. Il y a d'abord eu les premiers films et surtout les premières projections d'images animées avec les Frères Lumière en 1895, donc ça il y a 120 ans. Ensuite, on a projeté l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat qui a effrayé des tas de gens. Et là, on s'est rendu compte que le cinéma pouvait effrayer et surtout que c'était un art de la manipulation hors pair. Parce que faire peur avec un train qui arrive sur un écran, franchement, bon, aujourd'hui ça a l'air dérisoire comme ça, mais quand même, ça a eu son effet. Après, le cinéma s'est mis à raconter des histoires, à nous entraîner sur les traces d'un vagabond qui s'appelait Chaplin, par exemple, ou à nous entraîner sur un fleuve, sur des blocs de glace avec Lillian Gish chez Griffiths. Puis il s'est mis à parler, et puis il s'est mis à s'affranchir des contraintes. Il a dû s'affranchir des contraintes du son. Je ne sais pas si ça en est vraiment affranchi. Là, je donne un exemple. Je parle dans ce micro. Mais si je me recule et que je parle là, vous ne m'entendez pas. Je crois pas. Et Non. voilà, donc si je me suis reculé en disant vous ne m'entendez pas, donc c'est preuve qu'il y a encore des contraintes du son, même aujourd'hui en 2026. Alors, tout ça pour dire qu'ensuite, quelques décennies plus tard, il est arrivé dans les salons, le cinéma est arrivé dans les salons, le cinéma il reste, via la télé, opportunément appelé le petit écran, petit. Après cela, il s'est laissé capter, c'est-à-dire enregistrer dans des bandes vidéo, des magnétoscopes, tout ça, ça démocratisait notre rapport au cinéma, qui n'était plus une chose aussi rare et aussi sacralisée qu'avant. Ça a continué avec les écrans d'ordinateur et aujourd'hui les écrans de téléphone portable. En dessous, ça c'est de plus en plus pratique, c'est de plus en plus disponible, c'est de plus en plus petit aussi et peut-être de plus en plus absurde. Et cette prolifération anarchique parfois des écrans, elle met le monde et l'histoire du monde à portée de clic. Et elle permet surtout à tout le monde de se faire son propre jugement, de se faire sa propre DVD-thèque, cinémathèque, je sais pas quoi. Je suis pas sûr que ce soit une bonne chose, mais on n'est pas là pour juger. Je suis pas là pour juger. C'est en tout cas modifier passablement le mode de la consommation forcément et notre rapport même au monde, pas seulement à l'image. C'est assez, ça reste assez difficile dans cette prolifération de voir si des talents émergent. Je trouve que c'est de plus en plus dur parce que tout est filmé, tout le monde veut filmer, tout est un peu à portée de chacun et surtout il y a tous les formats qui coexistent, qui continuent à coexister. Tout ce que j'ai énuméré avant, hormis le muet, ça continue à exister. Et le cinéma, c'est une espèce de grand média qui reste, en fait, paradoxalement, c'est que le cinéma des origines, la projection sur le grand écran, elle reste royale, malgré tout. Malgré le téléphone, malgré la télévision, les petits écrans et tout ça. Pour Ça, nous, mais pour nous, est-ce que pour le grand public ça l'est réellement alors, désormais? C'est une grande question. non, moins. Il va pas au cinéma comme il ira à l'opéra. Enfin, je veux dire, il va pas à l'opéra d'ailleurs. Bref, mais on va se rendre compte de tout ça, je pense, ce mois, parce que les formes émergentes, il va y en avoir à Cannes, au Festival de Cannes, qui aura lieu donc du 12 au 23 mai. Et c'est sur la croisette qu'on va sans doute constater si, comme chaque année, s'il y a des talents qui émergent, des formes qui émergent, s'il y a encore des gens capables de manipuler les formes ou des tordre ou d'en faire quelque chose de nouveau. Et c'est un rendez-vous qui bouge pas depuis au moins 50 ans, voire plus. Alors avant de vous y retrouver, parce que Grand Angle y va, Et oui, on y va, on y sera. on y sera, donc on vous dit à tout à l'heure, ou dans 2 jours, dans 3 jours, je sais pas. On va essayer de nouveau de, de, de trouver des choses qu'on aime, de voir si tout cela est avéré par la programmation, par la richesse d'une programmation qui est de plus en plus pléthorique comme chaque année. En attendant, on ouvre maintenant le 15e numéro de Grand Angle et ça me permet de vous souhaiter la bienvenue et de souhaiter la bienvenue à Pierrick. Pierrick, comment vas-tu? Est-ce que tu es prêt pour affronter Cannes? Eh ben écoute, je crois qu'il faut que je prenne un petit peu de force. Je suis un petit peu fatigué, On est tous. mais oui, l'énergie va venir toute seule, j'en On suis est tous persuadé. crevés, mais voilà. Ouais, mais c'est dangereux d'être crevé avant de partir à Cannes. Si on ne l'est pas, on l'est au bout de 2 jours, donc ça change presque rien. Mais oui, allez, on y croit. Alors, pour cette émission, pour ce 15e numéro de Grand Angle, on a comme toujours ensemble relativement chargé, avec 5 films pour un face-à-face critique. On ne sera pas d'accord, sans doute.
j'en sais rien, on va voir. D'abord, on va parler de Michael, dont la bande-son est assez bien, mais qui est assez mal mis en image par Antoine Fuqua, pour moi. On va parler d'Imago, de Denis Oumar Pizzaef, qui a remporté l'Œil d'Or au Festival de Cannes en 2025. L'Œil d'Or, c'est le meilleur film documentaire de toutes les sélections présentes. Il y a Drunken Noodles de Lucio Castro, qui lui était à l'Acide en 2025, donc qui a mis aussi une année environ à nous arriver. Il y a Nuestra Tierra de Lucrecia Martel, dont j'attendais énormément et qui m'a un peu déçu, on va pas être d'accord. C'est pas grave. Et il y a Kelly Reichardt, elle aussi à Cannes l'an passé avec The Mastermind, qui sort seulement maintenant. Il y a quand même beaucoup de films cannois, puis même à mon avis des films importants, qui mettent leur temps à venir. Ouais, mais là, c'est la fin. The Ouais. Mastermind, je crois que c'est la dernière il en reste- sortie de la compétition officielle. Il Je reste crois le qu'il y a film les aigles, le bûcher des aigles. Je sais Ah, plus. les Aigles de la République, hein. Ouais, pas sorti ça. Ah, d'accord. On l'a Mais pas eu. on est quand même au bout là, quand même, hein. Bon, là, on a tout. Ouais, là, on a quasiment, tout. ouais. Bon, voilà. Alors, ensuite, notre invité de la semaine, de l'émission, c'est le cinéaste, vidéaste, chef opérateur, monteur, photographe genevois Pascal Gréco. Il fait tellement de choses que je ne vais pas toutes les énumérer. Voilà. Et qui a aussi réalisé 8 livres sur Hong Kong et qui est passionné d'architecture et de plein de choses. Bref, c'est un artiste complet, j'ai envie de dire total. Je ne sais pas s'il sera d'accord avec ça. Il va venir nous parler tout à l'heure de ses derniers travaux. Puis ensuite, il y aura nos coups de cœur et nos coups de gueule. Alors, on va attaquer directement dans le gros du sujet avec Michael d'Antoine Fuqua, réalisateur américain. Pierrick, qu'en as-tu pensé ? Ouais, alors Michael, donc biopic de Michael Jackson, évidemment. Donc on va suivre ses traces, en effet, de ses 10 ans, quand il est petit, avec l'avènement des fameux Jackson 5, jusqu'à son ultime tournée mondiale avec ses frères, justement, et ce moment de bascule important dans sa carrière où il va en fait se détacher de son père à ce moment-là, agent. Alors évidemment, c'est la maman qui a chapeauté tout le film, d'accord ? Ouais. Donc le film évince toute polémique. On ne parle pas du tout de sa transformation physique, ni même des polémiques, les Neverland, etc., ni de sa relation avec Diana Ross particulière, etc. Il n'y a rien. Pour moi, en effet, c'est un panneau publicitaire à peine déguisé. Ce Michael, ce biopic, je le trouve vraiment particulièrement fade. Sans angle, ça raconte rien. Le seul angle qui est surreprésenté, c'est cette fameuse relation toxique qu'il a avec son père. De toute façon, c'est la seule chose du film. On ne parle que de ça. Il a bon dos, le père. Pas que, j'ai retenu que ça. Mais quasiment. Mais parce qu'il n'y a pas grand-chose d'autre, honnêtement, qui se dégage. Michael Jackson est dépeint donc comme un petit ange, amoureux des animaux, toujours bienveillant auprès des enfants qui l'entourent. Il va voir tous les enfants malades, etc. C'est vraiment le petit ange coincé dans son enfance malheureuse. Qui est maltraité par son père, et puis c'est cet homme un peu enfant, avec ce physique particulier, qui essaye en fait finalement de revivre à l'âge adulte une enfance qu'il n'a finalement jamais vécue. Il y avait pourtant tant à dire, tant à faire. Le personnage de Michael Jackson est un personnage extrêmement intéressant, hors du temps, hors du commun, évidemment. C'est l'une ou la plus grande star de la chanson pop de tous les temps. Il y avait tellement à dire, notamment également justement sur cette transformation physique qui est à peine évoquée dans le film. Il y a une phrase qui parle du vitiligo, ou encore une fois, toutes les dire ce que c'est. Exactement. Donc c'est la couleur de peau qui change. Sans évidemment parler de toutes les polémiques, de toutes ces relations très très particulières, très spéciales qu'il a avec l'enfance et avec les enfants. Donc en fait, pour moi, le film a vraiment filé dans une indifférence absolue. Je trouve que les scènes aussi musicales sont ratées. Je trouve que les scènes de concert non plus ne me donnent pas d'excitation particulière, ne m'ont pas stimulé non plus. Je trouve que c'est comme un peu des clips un peu mal faits, un peu ringard aussi la manière de filmer ces concerts. Donc l'aspect aussi musical ne m'a pas non plus emballé, parce que de nouveau je trouve que les scènes de musique et les scènes de concert ne sont pas bien montées. Tout de même que la photographie du film, je trouvais particulièrement anecdotique. Plate. C'est vraiment un film plat, qui ne dit rien, qui ne raconte rien, et qui, du coup, pour moi, le seul intérêt est publicitaire. Ça va aider à la maman de Michael Jackson à rebooster un petit peu les ventes, à stimuler un peu les ventes de merchandising. On sait déjà que le 2 est déjà dans les clous pour avoir un deuxième. Le 2 ne pourra pas éviter les polémiques, parce que ça on verra bien. Mais en tout cas, tout roule, tout va bien pour cette grosse machine, cette grosse pub
sans odeur, sans aspérité, et qui file vraiment pour moi. Voilà, j'ai passé le film, j'étais pas près de m'endormir, mais pas loin, franchement, dans une indifférence Ça aurait totale. été bien de s'endormir un moment là-devant. Ça m'aurait aidé à récupérer peut-être, mais même pas. Qu'est-ce que t'en penses, Pascal? Alors, je suis globalement d'accord avec toi, mais je vais mettre un peu de gouttes d'eau, deux, trois nuances. Parce que bizarrement, je ne fais que croiser des gens qui aiment. Ok. Mais quels que soient ces gens, que ce soit des gens qui font de la critique ou des vendeurs dans des magasins, tout le monde me dit c'est formidable, on a vu Michael, qu'est-ce qu'on avait pensé bon. Je me dis finalement, je suis le seul un peu contre la planète. Je vois bien qu'il y en a d'autres. Et qui me disent qu'ils ont aimé la musique, l'histoire, qu'ils ont juste kiffé. Voilà, c'est tout ce qu'on me dit. C'est un produit très simple aussi, c'est très simpliste. Ouais. Alors, dans ce premier degré admiratif, comme ça, j'aime bien la musique. Moi, j'aime pas tellement la musique. Je suis pas très fan de Michael Jackson. Je le dis un peu timidement, un peu à reculons, parce que... Non, c'est acceptable, hein. T'as le droit. Voilà, j'ai le droit de... En plus, on a reçu ce communiqué, mais je pense que tu vas en reparler tout à l'heure d'Universal, qui se vante des 65 000 entrées de la première semaine en Suisse. Qui est le meilleur des meilleurs démarrages en Suisse qu'il y a jamais eu. L'un des meilleurs en France également. Voilà, du monde. Et en effet, aux États-Unis, c'est extraordinaire aussi les recettes. Ouais. Et moi, c'est quand même assez. Bon, c'est évidemment, on vend le produit. C'est le produit qui marche. C'est pas le film. Il n'y a pas de qualité. Exactement. Ouais. C'est le nom. C'est un film. Le film est vendu sur un nom. Quoi. Et je me dis, à quoi bon donner son avis finalement, parce qu'on va encore alimenter, donner envie aux gens d'y aller. C'est ça le pire. Mais même si on dit c'est nul, c'est affreux, n'y allez pas, ils y vont. Mais, donc. Si on se fait l'avocat du diable, on dit c'est bien, ça va stimuler, ça va aider les salles et ça va stimuler les ventes. Grâce à ça, les petits films indépendants vont exister. Exactement, ça va aider tout le monde. C'est vrai. Voilà. Mais à quel prix? Ouais. Moi, je trouve ça très creux, objectivement, peu incarné, peu inspiré, extrêmement prudent, une géographie très prudente, très lacunaire, qui m'a strictement rien appris, comme tu disais d'ailleurs. Donc forcément, je suis d'accord avec toi. Alors moi, je suis pas forcément client de Jackson. Ma chanson préférée, elle est tronçonnée comme le reste. C'est Blame It on the Bookie quand il est encore avec Jackson 5. Jackson 5, ouais, au début. Avant qu'il ait tous ses thrillers, tous ses... Ouais, en solo. Billie Jean, que je sais bien, mais je suis pas fou, quoi. Donc globalement, ça me passe un peu par-dessus la tête. Je trouve que c'est un film creux, uniquement commercial. Et je laisse volontiers les gens l'aimer. Un spot publicitaire. Finalement, si ça leur plaît, tant pis. On ne peut rien y faire. Hein. Non. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va se poursuivre après. Ça va continuer. Le 2, je ne sais pas si... Il devra parler, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il va falloir y aller. Il va falloir y aller à un moment donné. Des petits garçons qu'il invite dans son lit, je veux dire. Sinon, ça va commencer à se voir. Et il est sorti... Il est sorti le 29... qu'est-ce que je dis? Le 22 avril. Le 22 avril, donc il est en salle. Absolument. On passe à Drunken Noodle. Je ne sais pas si je suis juste dans la chronologie de notre sommaire, parce qu'on en a changé plein de fois pour ne rien vous cacher. Drunken Noodles maintenant. On a changé plusieurs fois de sommaire, donc je me suis un peu paumé. Exact. Drunken Noodles, est-ce que c'est à moi d'attaquer, je crois. Exact, ouais. Alors donc, comme je disais avant, c'est un film qui était projeté à l'Acide en 2025 et qui suit un jeune étudiant qui s'appelle Adnan, qui fait un stage dans une galerie à New York, qui est un parallèle, qui va faire une série de rencontres, d'aventures homosexuelles. C'est suggéré, assez suggéré. On voit pas vraiment. Alors c'est un exemple de film totalement libre où Castro, donc le réalisateur Lucio Castro, argentin. Il est argentin, oui, c'est juste. On va parler de 2 films argentins aujourd'hui. Je suis content. Ils sont pas tous bien. Vraiment, ça, il y en a 2. Alors Lucio Castro, il suit aucune règle. On est dans une logique de film arty, de cinéma arty. Il développe aucun thème en particulier pour moi. C'est ni un film sur New York, ni vraiment un film sur l'art, ni vraiment un film sur la sexualité. Et pourtant, il y a tout ça à la fois. Et cette exploration fantasmée d'un quotidien, au fond assez banal, hein, elle est bien. Parce qu'on nous montre un anti-héros qui est ni attachant, ni repoussant, qu'on aime assez bien, sans trop de raison, parce qu'on nous livre très peu d'éléments sur lui. On ne sait rien, quasiment rien sur lui. Ça fait un peu penser à Jarmouche et au Miséricorde, qui est le dernier film qu'on a vu à ce jour d'Alain Guiraudy. Adnan, il traverse le présent du film comme ça, presque de manière imperméable à tout. Il semble extérieur à l'action, pourtant c'est lui qui la provoque. C'est aussi proche pour moi, quelque part, du cinéma de Cocteau, qui est un cinéma entre poésie et surréalisme. Oui, parce qu'il y a une part fantastique dans le film. Absolument. Ouais. Et dans son essence, j'ai assez bien aimé. Je l'ai vu il y a une année. Je ne l'ai pas revu.
c'est un jeune réalisateur argentin, effectivement, qui gagnera à se faire connaître. Espérons qu'il fera d'autres bons films. Ouais. Je ne sais pas si c'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier, Je absolument. n'ai pas revérifié. Eh ben, on s'était pas concerté, mais j'ai cité aussi en référence Guy Roddy et Jarmusch. Ah ouais. Ouais, vraiment, directement. Jarmusch, non, je savais. Bon, moi, Tu viens de le dire. Ouais, non, je l'ai Ouais, dit, ah oui, mais d'accord. que y ai pensé. Ouais. Jarmusch et Guy Roddy, ouais, que j'ai cité également dans ce que m'a inspiré le film. Et absolument d'accord sur tout ce que tu as dit. D'accord, vraiment, dingue. là, 100%. On ne sert à rien, c'est sur ce débat-là. On s'arrête, au revoir. Non, je vais en dire un petit peu plus parce que le film m'a beaucoup plu. En effet, avec cette chronique un peu amoureuse et sexuelle là, dans New York. Comme tu as dit, un film extrêmement libre. Extrêmement libre. Ouais, mais amoureux, c'est de l'amour, ce qui vivent les deux. On peut, mais. Ouais, et puis c'est aussi un amour, en tout cas du hasard aussi, des rencontres. Ouais. Un film qui joue aussi beaucoup avec la chronologie, avec les ellipses, avec le temps. Un film, tu l'as dit, totalement libre, avec une narration assez sauvage, un peu anti-scénaristique comme ça. Ouais. Et pourquoi ? Parce que j'ai une info, le film a été tourné en 7 jours. Sans aucun moyen financier quasiment, mais ça a été tourné en 7 jours. Donc forcément, il y a une démarche un peu impulsive. Tourner un film en 7 jours, il y a très peu, ça va très vite, il n'y a pas le temps de penser. Et on le ressent très bien parce que c'est vraiment un geste, un beau geste, impulsif, avec une démarche quand même artistique très personnel aussi, et je trouve qu'il y a un vrai travail aussi de réflexion sur la jouissance, sur le plaisir, sur, comme je disais tout à l'heure, la construction de sa vie sentimentale, parce qu'il fait une rencontre, un moment sentimental où il est avec quelqu'un qu'il rencontre et qui passe un peu plus de temps. Ouais. La beauté du hasard, l'absence de contrôle. Donc je trouve que c'est un film qui respire, qui nous fait respirer, qui vit, qui se laisse vraiment dévorer avec un plaisir vraiment immense. Séquence après séquence, on a un vrai plaisir à découvrir les nouvelles folies, les nouvelles équilibrations de Hannah, les nouvelles rencontres. Et puis, comme je disais tout à l'heure, il y a l'aspect guirodien parce qu'il y a l'aspect un peu fantastique. Aussi, il y a une part un peu complètement fantastique et fou. Fantastique admis par tous les personnages. Absolument, qui est vraiment bien présent et très agréable dans le film. Un geste revigorant, libertaire, et il suffit vraiment de se laisser happer. La courte durée du film est justement très bien, je trouve que va parfaitement avec l'idée qu'il a de sa création, de ce film. Donc ce Lucio Castro, je suis d'accord avec toi, très belle découverte de l'acide, qui a toujours un regard aussi très juste. C'est ce genre de film, ça qui est bien à Cannes. Et qui sont vraiment des découvertes de talent vraiment incroyables. Donc je suis comme toi, je suis vraiment curieux de la suite de la carrière de Lucio Castro. On sera très attentif à ses prochains films parce que en effet, ouais, en tout cas, mais bon, quand on a un film à l'acide, généralement, ça ouvre la porte à des belles opportunités pour le second long métrage. Ça peut, dans certains regards, le suivant, on va savoir. Ouais, ça peut monter les marches, tu sais. C'est un peu fragile pour la compétition, là, ça me paraît. Non, il y a encore un peu de travail, mais en tout cas, c'est un très beau geste libertaire. Et pour moi, il sortira le 13 mai. Alors, moi, j'ai lu le 6 mai, mais c'était pas si clair, c'était pas fixé au moment où c'est. Exactement. Donc, on prépare l'émission. On vous laisse regarder, mais moi, je dirais, on va dire, moi, j'avais le 13 mai, peut-être le 6 mai. En tout cas, ça sort ces prochains jours. C'est le 6 et le 13 mai, ouais. Exactement. Ouais. On passe à Imago de. J'ai pas noté le nom du réalisateur. Denis Oumar Pitsaef. Voilà. Qui sera d'ailleurs présent, ou qui va venir au Grutli d'ailleurs pour présenter son film. D'accord. Ouais. Comme événement au Grutli de Genève. J'ai pas noté l'information. Ouais. Voilà. Donc Imago en effet. Pensé, voilà. Ouais, Imago en effet, comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, il était découvert donc l'année dernière à Cannes à la semaine de la critique. D'ailleurs, ça avait été hautement apprécié, hautement commenté. Ouais. Moi, je me souviens. Ça dépend pas de ça, mais bon. Moi, je me souviens des très, très bons retours. En tout cas, des très très bons retours qu'il avait eu. Et puis les gens étaient contents justement du prix qu'il a gagné. Donc ça raconte le portrait, comme tu l'as dit tout à l'heure, de Denis, donc un Tchétchène qui est exilé lors de la guerre et qui en fait va décider de construire une maison très particulière, une sorte de cabane hautement perchée sur en fait un bout de terre en Géorgie que sa mère a acheté, il me semble, à la frontière justement de la Tchétchénie, là où il ne peut pas retourner. On a ensuite, ce Denis va recevoir sa famille, ses frères, son père. Il y aura un moment de confrontation avec son père très fort, des villageois, des gens autour. Et puis, il va essayer, en fait, tant bien que mal, de s'intégrer dans cette nouvelle vie en Géorgie. Alors le schéma, pour moi, est très classique. C'est des séquences construites sur des discussions entre Denis et les villageois qui l'entourent. Il y a des témoignages, des échanges avec la famille. Donc, on a un procédé simpliste qui est basé sur des échanges simples entre Denis et la population qui l'entoure. Et ce qu'on voit petit à petit apparaître, et ce qui me plaît énormément, moi, dans le film, c'est qu'il est exilé de sa terre natale et que
tout est a priori fait pour qu'il s'intègre bien dans cette Géorgie. Tout est beau, les paysages, il peut construire cette maison qui est son fantasme, tranquillement, il est bien accueilli par la villageoise, etc. Et pourtant, on sent bien qu'il y a un malaise profond, on sent bien que ce déracinement qu'il a de Denis est plus que palpable, malgré, comme je disais, l'accueil de ses voisins. Il semble déconnecté de cette terre, complètement hors sol. Et ce qui m'intéresse dans Imago, c'est justement le questionnement de la complexité de l'appartenance géographique, l'appartenance culturelle, où là, c'est quelqu'un qui est en dehors de ce qu'il est réellement. Il y a aussi une thématique sur le poids aussi de la religion musulmane de plus en plus contraignante sur les femmes, et ce sentiment d'appartenance qui n'existe pas, et ce sentiment où il a tout pour être heureux dans cette nouvelle terre, et pourtant on voit bien qu'il ne le sera pas. Et ça renvoie évidemment aux grandes problématiques migratoires d'aujourd'hui, évidemment avec les grands déplacements de masse actuels de population liés aux guerres, comme la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient actuellement, et qui pose justement cette question de l'identité géographique, son identité, et comment se reconstruire ailleurs. Est-ce que c'est possible de quitter sa terre natale? Est-ce que c'est possible de recréer une vie ailleurs? C'est toute la grande question qui émane de ce film, et ça, je trouve ça vraiment passionnant et plus que d'actualité. Et l'autre petit point que j'aimerais souligner, qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est la notion, et en fait, j'ai trouvé un lien entre Imago et Michael, parce que, et oui, surprenant, mais oui, parce que je trouve en fait que il veut reconstruire cette cabane d'enfant parce qu'il veut recréer une enfance qu'il a perdue. Il n'a pas eu d'enfance parce qu'on comprend dans le film que en fait, son père l'a abandonné et il a dû quitter la Tchétchénie très jeune, déraciné, et il n'a pas eu l'enfance qu'il aimerait. Et la seule réponse qu'il a, c'est de reconstruire la cabane de ses rêves enfants. Et du coup, je trouve ça très beau, où il essaie de recréer l'enfance perdue. Et c'est un peu Michael et Neverland. Il n'a pas fait d'album. Non, on est d'accord. Mais c'est un peu Michael Jackson qui recrée Neverland avec l'enfance qu'il n'a jamais eue. Et voilà, je voulais faire un parallèle entre les deux, entre Imago et Michael. Je ne sais pas d'où je l'ai sorti, mais en tout cas, je l'ai trouvé ici. Qu'est-ce que tu en penses, Pascal? Là, je ne me risquerai pas, ce parallèle-là. Je l'ai fait. Donc, je rappelle que ce film a reçu l'Œil d'Or à Cannes 2025, qui récompense le meilleur film documentaire, toutes sections confondues de Cannes. C'est une récompense en prix dont on ne parle jamais. Jamais. Très peu populaire, parce que le documentaire est très peu populaire à Cannes. Sans doute, ouais. Alors j'ai rarement vu un documentaire autocentré aussi étrange, parce c'est aussi un film étrange. C'est un film qui est au point que le réalisateur, c'est lui il se met au centre d'un dispositif qui se focalise sur lui constamment, et je me suis demandé s'il n'y avait pas une part de fiction là-dedans finalement. Parce que quand on se met en scène, ça me trouble. Ça me trouble. Surtout qu'Imago est un film aussi qui aborde de nombreux thèmes. Tu les as presque tous énumérés, ou tous énumérés. L'exil, la mémoire, l'identité. Sans que le réalisateur en fasse des thèses. Il ne fait pas des thèses de tout. Il les aborde comme de rien, comme ça. On est quand même globalement dans la chronique intime, et pas dans le film à thèse, dans le film qui... En tout cas, il ouvre quand même pas mal de thématiques, mais il les développe pas, quoi. Non, voilà, c'est ça. Il y a des relents autofictionnels qui broient les pistes jusqu'à l'opacité. Et ça, j'aime. Avec son titre, alors le titre, il faut expliquer un peu le titre, parce qu'il est choisi, il y a deux sens au titre. Il y a un sens scientifique, l'imago, c'est le stade de développement d'un insecte qui... C'est-à-dire qu'en gros, il l'explique dans le film. C'est la mue du cinéaste, si on veut bien, qu'on voit l'image, qu'on voit dans le film. Et le deuxième sens, c'est plus symbolique, c'est la cabane en bois, qui est une structure qui devient l'imago du cinéaste. Donc là, ce que tu as dit avant sur Michael Jackson, on revient là-dessus. On revient tout le temps à Michael Jackson. Non, pas tout le temps, là, pas tout le temps. D'où la complexité d'un film. Pour moi, c'est un film assez complexe, qui n'a pas l'air du tout, qui a l'air super simple. On a l'impression qu'il a posé sa caméra dans des séquences de famille, comme ça, où il se retrouve un peu devant la caméra, puis il a coupé un peu ce qui gênait autour. C'est sans doute en partie ça, je pense. Et ça finit par... c'est un film qui finit par me fasciner. Alors, au début, je m'en fous un peu, mais petit à petit, on est fasciné, on entre là-dedans. Je suis d'accord. Ouais. Et je ne sais pas pourquoi. Il y a un côté... Peut-être parce qu'il y a un côté inclassable. Ouais. Le film est inclassable. Alors, je voulais juste noter qu'il est monté par Laurent Sénéchal, qui est quand même le monteur d'Anatomie d'une chute de Justine Triet. Ça dit quand même qu'il place la barre assez haut, le réalisateur. Absolument. Ouais. Sinon, il aurait monté son film lui-même, il aurait demandé à un copain. Il a quand même demandé à un monteur très coté. Ouais, absolument, c'est très réfléchi. Mais je suis d'accord avec toi qu'il y a un côté un peu bizarroïde, bizarre du film qui se dégage. Ouais. En même temps, on peut le voir sans que ce côté bizarre intervienne. C'est particulier. Alors,
c'est sorti le 29. Il est sorti le 29 avril Avril, et absolument. franchement, ouais, on le conseille. Hein. Ouais. Bah, tu vois, on est d'accord au final. Non, on va pas aller être là maintenant. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on parle on parle de Nostra Tira, de Exact, de Lucrezia Lucrezia Martel. Ouais. Martel, c'est à moi de À toi commencer. l'honneur. Ouais. Bah, c'est simple, l'histoire est assez simple. C'est à partir du meurtre de Chocobar. Je rappelle que Chocobar, c'était le premier titre du film qui s'appelait Chocobar à l'origine, qui était beaucoup mieux que Nostra Tira, mais enfin, peu importe. De Lucrezia Chocobar, Martel. c'était le chef d'une communauté autochtone d'Argentine. Également argentine, hein, du coup. Ouais. Et il compte l'histoire, ce film compte l'histoire du colonialisme et de la dépossession des terres qui ont mené à ce conflit-là, donc ce conflit qui a conduit à l'assassinat, au meurtre de Chocobar. Alors, ça, c'est très très bien sur le papier. Je suis très, très heureux de lire ça à l'écrit. Mais quand je vois le film, pour moi, tout reste terriblement opaque et je ne vois pas la même chose. J'ai l'impression que j'ai pas de prise, que le montage qu'on nous propose, qu'elle nous propose, ne me donne pas de prise et ne m'intéresse pas à ce qui est raconté. Franchement, c'est un film, à toi, à un point que j'arrive plus à manipuler mes fiches. Ça te fait perdre. Elles veulent pas. Ouais, Elles elles veulent veulent pas. pas. Elles veulent pas. Elle refuse Nostra Tira de Lucrezia Martel. Pour moi, c'est un film qui fait du surplace, qui m'ennuie un peu, alors que j'aimais beaucoup, je l'ai dit à l'imparfait, Lucrezia Martel, et qui m'ennuie. Et j'aime pas non plus le début avec ce plan en drone qui arrive depuis le ciel, qui plonge sur le. Ça prétentieux. Ça me rentre pas dans le film, au contraire, ça m'en sort. Alors, donc je trouve prétentieux. J'attendais beaucoup plus de ce film qu'elle a tourné depuis très longtemps. Il devait y avoir 300 heures de rush, j'imagine, je suppose. Et je trouve qu'elle en fait pas grand-chose. C'était pour moi, à la Mostra de Venise en 2025, la plus grosse déception. En plus, j'attendais vraiment. J'ai exprès. Je suis allé à un horaire pas possible pour le voir. Enfin, je me suis exprès. Tu vois ce que je veux dire? Pendant le festival, on fait ça. Et voilà. Et je suis ressorti malheureusement. Déçu, ouais. Et voilà, et ça me fait baisser même Lucrezia Martel dans mon estime, ce qui n'était pas le but. Et je pense pas qu'on va être d'accord. Non, tu vas aller dans mon sens. Non, c'est vrai que je suis absolument pas d'accord parce que pour moi, c'est un documentaire qui. Alors, moi, j'ai en effet une relation extrêmement particulière avec l'Argentine. C'est un pays que je connais extrêmement bien, dont je passe beaucoup de temps par année là-bas. Et donc, pour moi, en fait, le film, en effet, a beaucoup plus d'importance pour moi, je dirais, pour le public argentin que pour le public européen. Et en fait, je comprends que. Qu'on peut se détourner un petit peu de ce documentaire qui est pas facile, je suis d'accord avec toi, qui est pas facile à accrocher, je suis d'accord avec toi. Le rythme est particulier aussi. Est pas bon. Le rythme est particulier, mais pour moi en tout cas, c'est un documentaire majeur pour ce qu'il raconte, parce que l'Argentine est un pays que j'aime, mais qui est un pays problématique qui réécrit son histoire, qui l'élude. C'est un pays évidemment qui a fait un génocide colonial horrible, qui a exterminé les populations autochtones, et qui ne le reconnaît absolument pas. Et à cause de ce passé qu'ils ne veulent pas voir, qu'ils ne veulent pas raconter, eh bien, tu sais, quand on cache son passé, le présent finit toujours par venir nous hanter. C'est exactement ce qui se passe en Argentine. L'Argentine a un problème principal, un problème énorme de racisme. Le racisme là-bas est normalisé, institutionnalisé, vraiment. C'est vraiment un problème majeur. Et en fait, Nostra Tira aussi nous raconte aussi ça. Pourquoi il y a tant de racisme en Argentine? Parce que tout simplement que c'est un pays qui a tué et fait des génocides coloniaux énormes et qui ne s'y confronte absolument pas. Et qui oppose ces deux mondes, on le voit bien, cet homme blanc bourgeois et ces indigènes. Moi, je vois pas bien. Pour moi, oui. Tu racontes mieux qu'elle. Je suis désolé. Qui sont complètement déconsidérés. Et donc, pour moi, en fait, le film est hyper important pour donner justement la parole aux invisibles. Donc il y a cette phase de procès. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le procès, et c'est peut-être la sensation que tu as du film qui t'a perdu, c'est que le procès est, lui, à l'image de l'Argentine, à l'image de ce procès, il aurait dû être le procès du siècle. Il a l'air cheap. Complètement. Il est chaotique. Il y a des dossiers partout. On ne comprend rien. Il y a les débats se font mal. Qui, on ne comprend rien. Mais c'est fait exprès. L'Argentine, elle est comme ça. Elle est chaotique. Et ce qui devait être... Elle aurait dû raconter mieux. Tant pis, c'est chaotique. Mais ce qui devait être le procès du siècle pour l'Argentine, c'est devenu un procès illisible, invisible, de quartier, comme ça, alors que c'est le procès du siècle. Et c'est ça qui est fort dans le film. C'est qu'elle arrive à retransmettre l'aspect chaotique. Mais ça, en effet, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre quand on connaît bien l'Argentine. Et ça, pour moi, c'est très bien mis en scène, très bien filmé, très bien partagé. Le fait qu'on donne la parole à ces invisibles avec tout ce travail de photographie, etc. Et je trouve absolument formidable et tellement rare parce que, encore une fois, ce film, il sera
aussi invisible en Argentine. La diffusion en Argentine, et notamment à Buenos Aires, elle est quasiment pour d'autres raisons. nulle. Parce que les diffusions sont non, terribles. c'est parce que la narration n'est pas assez bonne. Non, franchement, non, mais pour moi, c'est un film tellement important qui aurait mérité tellement plus de diffusion, et je pense pas que c'est lié à sa qualité, honnêtement. Je pense que, comme je me répète, j'aime cette Argentine, mais l'Argentine a un énorme problème avec son passé, et je trouve que Nuestra Tierra se confronte de manière absolument formidable, remarquable, à ce passé que les Argentins ne veulent pas voir, quand on parle avec eux même, c'est des choses qu'ils mettent à la poubelle, qu'ils ignorent, et je trouve la puissance de Nuestra Tierra ici formidable pour parler de ça. Donc moi, en effet, je suis d'accord avec toi sur l'aspect peut-être formel, mais sur l'aspect puissance ici, et le message qui est transmis. Formellement, on n'a pas l'impression de voir un procès, je suis désolé. Mais pour moi, je l'explique comme je te l'expliquais, parce que l'Argentine, c'est ça, en fait. C'est le chaos, c'est les dossiers de partout, où personne ne comprend rien, et ce qui noie, en fait, la vérité, c'est ce qui se passe dans le film. Donc voilà, je vais m'arrêter là, parce que j'aurais beaucoup à dire. Je vois ça. Mais j'ai rien à dire, mais pas grand-chose. Mais en tout cas, moi, je encourage tout le monde à aller voir, mais c'est peut-être en effet un film qui est plus important pour les Argentins que pour nous dans notre vieille Europe. Et cela dit, je suis pas sûr que Lucrecia Martel soit très connue en Argentine. Je suis pas sûr que c'est une cinéaste non, absolument pas. Qui attire vraiment. Non, c'est une artiste. Comme partout, on voit Spielberg, j'imagine. Ce genre-là. Exactement, mais elle est vraiment pas connue, tout à fait. Et le film est déjà en salle. Il est sorti le 29 avril, oui. Exactement. Aussi au Grutli et sans doute au City Puyi, j'ai pas vérifié. Au City, tout à fait. Oui, au City, c'est confirmé, j'ai eu l'info, et au Grutli. C'est un import direct, comme certains. Plusieurs des films qu'on a cités, qui sont des films de qualité. Les imports directs sont plus intéressants que les films qui sont en distribution directe, comme Michael, qui est en distribution, lui, c'est à Universal. Et qui a bien marché. Continue à bien marcher. The Mastermind est le dernier film de notre débat critique, et je ne sais pas si je dois commencer ou non, décidément. Moi, j'y vais. C'est à mon tour de faire le pitch. Tu l'as vu plus récemment que moi. Exactement. Alors, Donc, en effet, il est sorti donc quasiment un an après sa présentation au festival. Quasiment un an, ouais. Il est sorti un peu avant en France. Il est sorti en mois de janvier en France. Ah, ils l'ont déjà eu. Exactement. Il était déjà sorti déjà depuis le mois de janvier. C'est aussi un import direct d'ailleurs. C'est aussi un film qui n'a pas de distributeur. Exactement, et qui est donc au Grutli également. Donc, The Mastermind va suivre les pas d'un artiste un peu reconverti en ouvrier, un peu au chômage dans une Amérique nixonienne du début des années 70, et une Amérique d'ailleurs qui se déchire évidemment autour de la grande question de la guerre au Vietnam. On suit donc James qui monte un coup avec un peu des loupards et des gars du coin. C'est Josh O'Connor, lui. Josh O'Connor, exactement, l'acteur, qui est d'ailleurs excellent dans le film. Et donc, cette petite équipe là de bras cassés, en gros, ils veulent voler 4 tableaux d'art contemporain dans un musée du Massachusetts. Le coup est parfaitement fumeux, ça marche pas, rien évidemment. Donc, il est rapidement démasqué, évidemment. La police lui tombe dessus très vite et il décide de fuir, de s'échapper, abandonner sa famille et tracer sur les routes américaines pour essayer de fuir la police qui le recherche. Alors, comme quasiment systématiquement chez Ray Card, ce que j'aime, c'est qu'elle utilise un destin personnel, donc ici avec Jem, pour confondre l'intime qu'on a trouvé et que j'ai trouvé sublime dans Wendy et Lucy ou Chewing Up par exemple, et l'historique tout dans notamment de ses précédents films, First Cow et évidemment Mix Cut-Off. Et je trouve que dans Mastermind, là on a une remarquable agrégation des deux, c'est-à-dire de l'aspect portraitiste, saisissant de James O'Connor, qui incarne ici un homme rongé par l'échec, noyé par l'illusion, dans une Amérique déchirée qui est incroyablement bien dépeinte. Je trouve qu'on y est dans cette Amérique déchirée des années 70. Il y a un énorme travail, je trouve, sur les décors, sur l'ambiance, etc. Et je trouve que là, on a une double lame intime et historique qui m'a totalement emballé avec, comme je l'ai dit, cette fausse simplicité que j'adore chez Ray Card et qui va toujours positionner, qui va faire un gros travail d'arrière-champ, qui va toujours positionner des détails scrupuleusement pour parler d'une époque, pour parler d'un moment. J'ai par exemple juste une petite anecdote que j'aime bien. J'adore ce moment où il y a un moment donné, on comprend que le tableau que James a volé, en fait, c'est le tableau qui était présent, vraiment un double, dans le bureau de son professeur d'art. Et c'est là on comprend en fait que c'était un artiste qui était dans des écoles d'art et qui est probablement un peu un loser, entre guillemets. C'est pas dit, mais en tout cas, on peut le projeter grâce à ce genre de petits détails. Et pareil, on voit un portrait de Nixon en arrière-plan, etc. Donc tout est très intelligent. J'adore son esthétique. Christopher Blovelt, qui est son chef opérateur de toujours. Cette photo, elle est pour moi merveilleuse. Elle est un mix, un peu un cocon sépia réconfortant. Il y a un côté un peu froid, bleu. Moi, je trouve ça esthétiquement aussi, je trouve ça absolument magnifique.
Donc je m'emballe, j'adore The Mastermind, je trouve ça remarquable, esthétiquement comme je viens de le dire, et puis j'adore cette confrontation entre l'intime et l'historique que je viens de parler, ce James là qui semble perdu pour l'art, et pourtant c'est l'art qui va l'emprisonner, enfin bref, il y a un travail aussi là-dessus, ça c'est ma vision, sur cette Amérique encore une fois des années 70 qui nous renvoie à l'Amérique d'aujourd'hui, évidemment, cette Amérique qui se déchire actuellement pour une autre question, pour une autre guerre, actuellement. Donc vraiment, pour moi, c'est un grand film. Voilà, j'ai fini de le défendre. Dis-moi ce que t'en penses. Je suis un peu moins, je le défends un peu moins, mais je l'ai Ouais. vu il y a plus longtemps et je l'ai vu à Cannes, donc il y a un an. Environ un an. On n'attendait pas forcément Kelly Reichardt dans cette affaire de braquage un peu bordélique, un peu foiré. Un peu totalement foiré, un peu déglingué comme ça, avec une bande de braquassés pas possible, qui ratent tout ce qu'ils entreprennent, avec des losers. Plus des losers que des malfrats, donc. Absolument. C'est aussi un film donc il se passe, comme tu l'as dit, en 1970 dans le Massachusetts. C'est pas dans un grand état, enfin dans un grand état, pas dans un état de cinéma, disons. Pas un état souvent filmé au cinéma. Sur fond de guerre du Vietnam. C'est aussi le film, alors ça je veux le rappeler, qui peut-être été le plus méprisé du Festival de Cannes 2025. Ok. Je sais pas si tu te souviens des réactions. Pourtant, la critique est bonne. Hein. Et on l'a pas tout à fait justifié, mais je pense que c'est parce qu'on l'a vu le dernier jour. Les gens sont fatigués. Ils en pouvaient plus. Ils étaient complètement laminés, parce fatigués. que la critique, quand il est sorti, elle est plutôt positive. C'est jamais juste. Hein. Ça colle jamais. Entre les deux. Ouais. Mais ça, c'est la fatigue, ça. Ça doit être ça. Et je trouvais à l'époque, la réaction en séance de presse, en tout cas, avait été très très froide. Et je trouvais ça pas tout à fait justifié dans la mesure où c'est quand même le film de la plus indépendante des cinéastes américaines. C'est pas négligeable. Je trouve Josh O'Connor très bien. Alana Haim, qui est le rôle principal féminin, qu'on connaît depuis Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson, actrice que j'aime beaucoup. Et je la trouve un peu sous-exploitée là. Mais bon, ok. Il me manque peut-être un principe narratif un peu plus fort. J'ai un peu l'impression parfois que Kelly Reichardt se repose. C'est sans doute une impression, donc ça ne doit pas être la vérité, qu'elle se repose. Est-ce qu'elle se laisse déborder peut-être par le casting plus gros que d'habitude qu'elle a? Elle a un casting un peu plus gros que d'habitude. Ouais, mais là je trouve que je suis pas d'accord. Là je trouve que Josh O'Connor il est super bien dirigé. Enfin non, je le trouve très bien, ouais. J'ai pas revu le film, contrairement à toi. Je pense que tu l'avais pas vu à Cannes. T'étais déjà parti. Non, j'avais pas vu à Cannes. Mais moi, je pense que tu aurais raison si Josh O'Connor prenait plus de place que le film. Et je trouve pas. Ouais. Je trouve que il est justement le film est bien plus beau, bien plus important que sa performance, je trouve. Ouais, c'est vrai. Tu vois. C'est vrai qu'il vole pas le film. Exact. Alors qu'il aurait pu, vu la star monstrueuse qu'il est aujourd'hui. Ça aurait été De Niro il y a 5 ans ou 10 ans. Ça aurait été Zendaya. Oh, quelle horreur. Parlons pas de malheur, mais tout est possible. Ouais. Zendaya chez Kelly Reichardt, ce serait pas mal. Hein. Non, je veux pas. Pattinson, oui. Ça, je serais pour. Ça, ce serait pas mal. Ouais. Là, ce serait bien, mais pas Zendaya. Tout sauf Zendaya. Pour moi, c'est la pire actrice du monde, de l'histoire actuelle. Je veux dire, il y a Anna Tawai, là, je suis méchant. J'arrête. J'arrête. Mais Kelly Reichardt, c'est toujours à conseiller, même les films les plus mineurs. Absolument. Mon film préféré, c'est son western. Tu l'as cité d'ailleurs. Comment il s'appelle déjà? Mix Cut-Off. C'est ça, exact. C'est son western. Exact. Qui avait été boudé à Venise à l'époque. Ah ouais? Mais totalement. Mix Cut-Off, c'est ça. Mix Cut-Off, voilà. Et le film est sorti le 29 avril. Et oui, aussi dans le même circuit que tous ceux qu'on a cités, ou presque tous ceux qu'on a cités auparavant. Et ça, c'était le dernier film de notre débat critique. Absolument. Finalement, on n'était pas si en désaccord que ça. Pas trop. Non, pas trop. Non, ça va. On peut continuer à travailler. Moi, j'ai défendu tous les films, je crois, sauf Michael. J'étais hyper positif. J'ai défendu tous les films sauf Michael et le film de Mme Martel. Ouais. Je sais pas, très bon, bref. Il nous reste à accueillir notre invité, Pascal Gréco, qui nous attend sagement, qui nous écoute sagement dans un coin du studio. Bonjour Pascal. Salut Pascal. Monsieur, bonjour. Bienvenue, installe-toi. Comment vas-tu? Ça va bien, on se voit, on se tutoie. On se tutoie, toujours. C'est le principe du podcast, c'est qu'on se tutoie. Et il faut que tu parles proche du micro. Ouais, c'est l'unique consigne. Et ce serait quand même dommage. Alors, je vais brièvement te présenter. Tu me dis si je fais des erreurs ou s'il y a des choses pas tout à fait exactes, parce qu'il y a tellement de choses te concernant qui existent. Tu es né en 1978, c'est juste? Ça commence bien, c'est juste. À Genève, je sais pas si c'est Genève ou en Italie? Genève. Genève, d'accord. Tu es de nationalité suisse et italienne. Totalement. Juste. Alors, tu es à la fois réalisateur, chef opérateur, monteur, photographe autodidacte.
c'est ça? Toujours juste. Il y a sans doute d'autres choses, mais je m'en tiens là Les pour les... principales. Voilà. Ouais. Tu as réalisé 8 livres sur Hong Kong, 8 ou 9? Non, sur Hong Kong, 3. Ah, J'ai une fait erreur, une là. dizaine de livres. Dont trois 3 sur sur Hong Hong Kong, Kong. voilà. D'accord, ok. On n'est pas loin. Et 9 films, c'est juste? Ouais. Parmi tes travaux, il y a une collaboration avec Asia Argento qui t'avait fait pas simplement remarquer. C'est depuis là qu'on parle beaucoup plus de toi. Et tu vas pas être Oui. d'accord, mais voilà. Un petit peu. Ça a aidé peut-être. Ça a aidé, forcément. Elle parle bien de toi en plus. Je l'avais rencontrée, elle t'aime bien. Écoute, le tournage s'est extrêmement bien passé. Tu choisis aussi de travailler parfois avec des musiciens comme Kid Chocolat. Oui, qui est d'ailleurs a fait la musique de Shadow, qu'on a réalisé Ok, ensemble. ouais, c'est juste. Le nom de scène de Philippe, c'est Kid Chocolat. Donc Philippe a à la fois écrit le scénario de Shadow avec Asia Argento et on a fait la BO. Ouais, c'est ça. Ce qui est assez C'est rare, ça. ouais. Et puis tes travaux ont été montrés partout, dans beaucoup d'endroits, au GIF, dans des musées. Totalement. Voilà. Photo Élysée. J'allais dire le FFDH. MoMA, mais je crois qu'il n'y a pas le MoMA. Hein. Pas encore. Ouais, mais ça va venir. Ça va venir. Alors, tu as récemment travaillé avec un duo de cinéastes que nous, on aime beaucoup. Enfin, que moi, j'aime beaucoup. Caroline Poggi et Jonathan Vinel. Oui. Est-ce que tu peux juste nous raconter comment ça s'est passé, comment cette expérience s'est déroulée? Alors, on a eu une masterclass ensemble. À Lausanne, c'est ça? À Lausanne, ouais. Pixies, je crois, cette fameuse maison du numérique. Ouais. Qui se ressource un peu avec je crois, le pôle numérique à Genève qui maintenant s'occupe de la programmation depuis le début de l'année. En fait, on était invité pour parler du jeu vidéo dans le cinéma. Et on rappelle It's the Night, Voilà. leur film qui était exactement ça, qui était à la quinzaine des cinéastes de Moi, de j'ai Cannes. beaucoup aimé. Il y a 2-3 ans. Adoré. Ouais. Non, il y a 2 ans. Non, il y a 2 ans. Moi aussi, j'avais adoré. Adoré, ouais. Adoré ce film. J'avais vu à Ça l'a Cannes. peut-être donné. Mais non, mais c'est le cliché un peu. Vu qu'ils implémentent le jeu vidéo, ils le font de belle manière. J'aime bien leur travail. Formidable. Ouais. J'aime bien leur travail. Même leur travail artistique, parce que moi, j'ai aussi découvert les petits courts-métrages qu'ils ont fait. Liés au gaming. Et vu que je viens du jeu vidéo, on sait que c'est casse-gueule hein, quand même. Et eux le font à merveille, je trouve. Donc c'était hyper intéressant d'être avec eux. Malheureusement, Jonathan était malade, donc j'étais avec Caroline. Okay. Puis en fait, on a parlé un peu de nos travaux respectifs, eux de leurs films, leurs œuvres d'art, et moi plus de mon travail photographique. Et aussi, j'ai réalisé il y a une année un film in-game, donc dans les jeux vidéo. Et on a un peu parlé de nos influences, de notre sensibilité, et aussi avec les questions de passablement public. Donc ça, c'était aussi hyper intéressant d'en parler, en fait, d'échanger. Donc évidemment, on va en parler rapidement. Pascal, juste bon, je sais pas dans quel sens on va, c'est pas très important. Allons-y. Dans quel ordre on va, voilà. Je veux savoir, donc tu as fait 3 livres sur Hong Kong, ou en rapport avec Hong Kong. Ça devient d'où cette fascination pour le Japon et pour Hong Kong? Alors, prenons Hong Kong, parce que ça nous concerne. Ça concerne la thématique un peu du podcast. C'est vraiment Wong Kar-wai, en fait. C'est en découvrant 2001 l'Odyssée de l'espace. Mon Dieu. Non, c'est pas le même. C'est pas le même. Oui. Non, 2001, c'est une très forte influence pour moi, comme je pense beaucoup de cinéastes. Mais c'est vraiment, In the Moon for Love en 2001, c'est pour ça. J'ai découvert en 2001. Juste après sa sortie à Cannes, il est passé au Scala. Énorme claque à tous les niveaux. Narratif, visuel, musique. Et je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce que ce magnifique film a été tourné? Hong Kong, évidemment. Donc c'est depuis ce moment-là que j'ai commencé à découvrir la culture hongkongaise, les films à Hong Kong, et surtout continuer à suivre Wong Kar-wai. Et j'avais envie de partir dès ce moment-là à Hong Kong. D'accord. Tokyo, moi j'étais élevé au Club Dorothée, comme beaucoup. Donc Tokyo qui est arrivé après Hong Kong. Hein. Non, Tokyo c'était tout d'abord. C'était d'abord Tokyo. C'était d'abord Tokyo. Après le Club Dorothée. Après le Club Dorothée, ouais. Pas tout de suite, parce qu'il fallait un peu grandir. Voilà. Mais c'était l'influence justement des animés, de la culture japonaise, des jeux vidéo. On en revient. Ça commençait d'ailleurs. Ça commençait, oui. On était déjà dedans, oui. Puis il y avait déjà là, je crois que j'avais acheté une Sega Master System qui était les premières avec la NES. Donc moi, j'étais aux prémices du jeu vidéo, si je puis dire. Donc j'ai pu aussi voir l'évolution depuis 36, 37 ans que je joue. Donc voilà, Tokyo et ensuite Hong Kong.
Et bah justement, pour répondre à ce que tu viens de dire en termes de gaming et de gamer, parce qu'évidemment, le jeu vidéo est prépondérant dans tout ce que tu as fait. Donc, il y a notamment le livre Photographie, jeux vidéo, paysage, ton film Play Space, l'exposition que tu as fait aussi, Photographie et le jeu vidéo. Bref, le jeu vidéo, évidemment, et puis l'esthétique du pixel est très, très présent. Et moi, bon, évidemment, évidemment qu'on ne va pas revenir sur ton attrait pour l'esthétisme du jeu vidéo qu'on a évidemment bien compris ici. Mais justement, quel est ton rapport au jeu vidéo? On sait que c'est un art qui est parfois un peu mésestimé, sous-estimé, qui est parfois mal vu même. Et quel est toi ton rapport? C'était la question, est-ce que tu es un grand joueur ou est-ce que tu es plutôt fasciné par l'esthétique plus que par l'aspect gaming? Ou quel est ton lien? Est-ce que tu joues encore? Est-ce que tu es un passionné? Quel est ton lien, toi, avec le jeu vidéo, hormis évidemment ton attrait esthétique qu'on a tous évidemment compris avec toutes tes productions? Alors le lien, il est assez fort et assez marqué. Je joue par intermittence, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je joue beaucoup moins. Et j'ai joué à le jeu qui s'appelait à l'époque Biohazard, qui est au niveau américain Resident Evil, qui a été adapté à de nombreuses reprises avec Mila Jovovich. Et en fait, figurez-vous que j'ai joué à ce jeu-là vers 18 ans avec la PlayStation 1. Et au fait, on allait tellement loin dans le ressenti que pouvait ressentir le gamer, parce que c'était le premier jeu un peu en 3D. Du coup, il y avait des mises en scène de caméras. En fait, c'était des caméras qui étaient déjà fixes. Puis en fait, là c'est une fausse 3D, donc les angles étaient précalculés. Dès qu'on avançait, ça changeait d'angle, mais la caméra ne bougeait pas en même temps que vous, et le personnage pouvait bouger à l'intérieur d'un même cadre, dans une fausse 3D. Et en fait, c'est la première fois qu'on avait des sensations aussi fortes dans les jeux vidéo, avec aussi la musique. Resident Evil, c'était Capcom, qui est un gros éditeur. Et en fait, vu que ces sensations étaient tellement fortes, j'ai arrêté de jouer parce que je les retrouvais plus dans des jeux, on va dire, conventionnels, ou même on avait les premiers mondes ouverts. Et en fait, pour reparler plutôt de séries que de cinéma, j'ai redécouvert ça très récemment pendant le Covid avec Last of Us. En fait, ils vont tellement loin dans l'empathie qu'on peut développer sans spoiler Last of Us 1. Voilà, c'est un jeu hyper... oui, puis il y a une série. Voilà, il y a une série, c'est pour ça que je parlais. Il y a une série qui a été tirée, qui est soi-disant fort réussie. Je ne l'ai pas encore vue, mais c'est rare que des adaptations, on peut en parler aussi, de jeux vidéo soient bonnes au cinéma. Et Last of Us, surtout dans le 2, désolé, je spoil un peu, vu qu'on joue aussi avec, en parenthèse, qu'on peut penser être l'ennemi, c'est-à-dire qu'en fait, dans un film, il y a l'écran, donc on reste, même si on a de l'empathie à un moment donné pour l'ennemi, ce qui peut arriver. Là, au fait, pendant la moitié du jeu, on joue avec la personne qui a tué, je m'en excuse, Joey. C'est Joey, je crois, le héros principal du film. C'est pas lui? Si. Je sais pas. J'ai pas vu. Et du coup, le film n'amène pas aussi loin la sensation qu'on peut avoir d'empathie que dans le jeu vidéo. Parce qu'en fait, on s'identifie pendant 10-12 heures au personnage qui a tué le héros qu'on dirigeait pendant tout le premier volet, donc je sais pas, à 35-40 heures de jeu. Et au fait, après, il n'y a pas de vraie réalité. On est dans un monde de survie. Si nous, on serait peut-être aussi retrouvés à devoir tuer quelqu'un pour survivre. Et donc, ça replace le curseur au centre. Et j'ai trouvé, dans le jeu vidéo, on peut difficilement aller aussi loin dans les sensations que dans le cinéma, je trouve. Alors là, tu parles de sensations avec Resident Evil, avec Last of Us, mais dans les mondes ouverts, il y a un aspect aussi absolument observation. Moi, ce que j'ai trouvé dans ce qui est hallucinant dans les mondes ouverts, c'est que tu peux, en effet, tu as ce côté où tu peux te balader pendant des heures sans jouer. Ouais. Et juste observer, regarder. Et j'imagine que ça, c'est quelque chose aussi qui t'a vachement inspiré aussi dans les photos que tu as fait à l'intérieur donc, des jeux. Ces mondes ouverts où, en effet, le jeu, en fait, peut ne plus avoir de... Tu peux arrêter de jouer et juste observer, en fait, l'environnement qui t'accueille, en fait. Se balader. Mais c'est vrai que c'est l'anecdote qui a fait que je suis parti sur mon premier projet de photographie in-game. Moi, je ne fais pas de photos dans les jeux. C'est qu'en 2020, j'aurais dû me rendre en Islande pour continuer un projet photo que j'avais entamé 10 ans auparavant. J'avais sorti un petit ouvrage sur l'architecture en Islande. En 2010, je suis parti. Petit ouvrage est sorti en 2013. Donc 10 ans après, je voulais y retourner. J'avais préparé mon voyage. Le Covid arrive. J'annule mon voyage. Et au fait, vu que comme je disais auparavant, vu que je joue par intermittence, je n'étais pas à jour au niveau des consoles. Donc vu que nous ne savions pas combien de temps nous allons être bloqués, j'ai acheté une PlayStation 4 pour ne pas la citer. J'ai tapé top 10 jeux vidéo. Et j'ai vu qu'un jeu arrivait en tête qui s'appelle Death Stranding, qui est fait par Hideo Kojima, qui aime aussi beaucoup les réalisateurs, qui l'invite dans ses jeux. D'ailleurs, il y a Léa Seydoux qui joue dans le jeu, qui a été mappé. Et au fait, ils ont, pour faire croire à une Amérique post-apocalyptique, mappé l'Islande. Et du coup, je me retrouve, si vous voulez, pratiquement jour pour jour, à me balader en Islande
dans un jeu vidéo. Okay, et en fait, c'est à ce moment-là que je me dis, mais en fait, je peux faire mon projet de photo dans ce jeu parce que j'ai ripé, je ne savais pas encore. Ils avaient implémenté un mode photo qui est venu 2-3 mois après le jeu. Moi, quand je l'ai acheté, ça fait déjà 6 mois qu'il était sorti. Parce que les fans, j'ai appris, plébisciter un mode photo qu'ils ont implémenté. Donc, j'ai ripé sur le pad central. Un mode photo est arrivé. On peut régler la saturation comme sur son téléphone. Et surtout, on peut enlever le personnage principal. Du coup, j'ai à la fois joué et à la fois, j'étudiais la lumière quand j'avançais, en faisant attention de ne pas me faire happer par un ennemi. Donc, c'est des expériences qui sont un peu nouvelles. Et c'est ensuite comme ça que j'ai continué la photo in-game et que j'ai sorti ce nouvel ouvrage. Merci Pascal de l'avoir montré. Voilà, on peut le remontrer après. Est-ce que... Alors, on a dit avant que tu faisais plein de choses. Tu es à la fois vidéaste, cinéaste, photographe, etc. Comment toi, tu te définirais parmi toutes ces activités? Je pense que tu ne voudras pas te définir. Artiste. Non. Oui, artiste, peu importe. Complète, ouais. Cinéaste, vous êtes dit artiste total en introduction, tu n'étais pas encore là. Très bien, ça me va. Ça va. C'est pas des grandes questions que je me pose, honnêtement. Mais D'accord, ça dépend des projets, en fait. Voilà. On a parlé de photos, de cinéma, de jeux vidéo, là. On peut parler aussi de musique aussi. Moi, j'ai trouvé que tu avais un projet que je trouve super, où tu as sorti la BO de tes 2 courts-métrages, je crois Somnia et puis Insomnia sur vinyle, uniquement, il me semble. Ouais. Et donc là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu es dans une démarche de dématérialisation, mais tu mets en fait la musique sur du matériel qui n'existe plus, le vinyle. Et il me semble, dis-moi si je me trompe, que tu as intégré à l'intérieur de tes vinyles un QR code pour voir les courts-métrages, il me semble. Exactement. Et que c'est la seule manière de les voir. Ouais. C'est de passer par le vinyle et la musique. C'est ça. Donc en fait, je trouve l'idée géniale, en tout cas, bravo. Merci. Mais en tout cas, il y a cette idée chez toi de confronter un petit peu toutes les formes artistiques, toutes les formes physiques. Donc le vinyle qui est palpable, l'impalpable par le QR code, etc. Donc j'imagine. Et puis en fait, et ça fait un peu aussi ce qu'on se disait avec Pascal. Tu as énormément de projets, c'est énorme, florissant. Et puis là, on voit, je trouve que ce projet-là te définit un petit peu, dis-moi si je me trompe, c'est ce mélange un petit peu de comme je le disais tout à l'heure, de formes artistiques, de formes physiques, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce projet et de ces vinyles, etc. Alors, et l'importance aussi de la musique, du coup, dans tout ça. La musique a toujours été fortement importante pour moi parce qu'au fait, je fais des films qui sont, comme Pascal le sait un petit peu, il y a peu de texte à part pour le film avec Asia. C'est des films contemplatifs, donc moi, j'aime pas prendre le spectateur par la main. Donc, en fait, quand on vient voir un de mes films, on vit une expérience, ou on ne la vit pas si on passe à côté, mais j'aime une forme d'immersion sans passer par la 3D, mais voilà. Donc, c'est pour ça aussi que certains de mes films, comme pour le livre photo que j'avais fait, Quaching West Estate, que tu connais. Ouais. Voilà, c'est un livre sur l'architecture d'un complexe d'immeubles à Hong Kong. Et au fait, j'en ai fait un court-métrage. Et le court-métrage n'est visible que pour les gens qui acquièrent le livre. Ce qui permet 2 choses. Ce qui permet d'avoir l'expérience au cinéma, c'est que je fais en sorte de me battre pour qu'il passe au cinéma, même si c'est 30 minutes. Parfois, le budget est suffisant pour qu'on invite Léa Bertucci, qui a fait la musique, mais qui est une figure de proue de la noise new-yorkaise. Parce qu'en fait, moi, j'ai envie que les gens vivent l'expérience cinématographique. Il y a tellement de gens qui regardent le film, on n'a même pas parlé du téléphone portable, je trouve ça un peu triste, mais... On en a parlé au début. Ok, alors juste sur l'écran de l'ordinateur portable. Et moi, j'aime l'expérience. Alors, quelque part, certains pourraient dire, je me coupe un peu la branche sur laquelle je suis posé, parce que je mets pas tous mes courts-métrages sur YouTube ou en streaming ou autre, parce que je souhaite encore que l'expérience cinématographique soit vécue. Donc, ce qui fait que, vu que le film ne sort pas, ce qui est génial, c'est que ça reste une forme d'exclusivité pendant plusieurs années, parce qu'il est visible que pour les gens qui acquièrent le livre ou en salle. Voilà. Donc, et le vinyle, c'est le même principe, c'est que j'ai une carte blanche du musée d'art et d'histoire pour faire un film. L'anecdote, j'en fais un court-métrage de 21 minutes qu'on sort, parce que c'était le deal, sur la chaîne YouTube du musée d'art et d'histoire. Et au fait, Arnaud, qui a fait la musique, qui est un des 3 compositeurs avec lesquels je travaille régulièrement pour mes films, me dit... Pascal, un éditeur genevois veut sortir un vinyle et je vais faire une phase B de la musique. Donc, je vais réarranger juste pour piano. Et moi, je dis, mais mec, c'est génial parce que moi, ça fait 20 ans que je veux faire une phase B de mon film. J'ai acheté le DVD à l'époque de La Science des rêves de Michel Gondry, qui était la version collector. Il y avait le film A, qui était le film classique, et le film B, où il avait fait un film de, je me souviens encore, 1h18, juste avec les roches. D'accord. Incompréhensible, mais génial. Et je me suis toujours dit, à ma petite échelle, j'aimerais bien faire ça un jour. Et quand il m'a dit, voilà, je vais faire une phase B, parce que vu que la musique de Somnia fait que 21 minutes, il y a la place derrière, on va faire un vinyle. Ouais. Et je dis, mais c'est génial, moi je sais que j'ai suffisamment de roches pour faire un 8-10 minutes, je suis arrivé à 10 minutes, de ce film Somnia que j'ai appelé Insomnia. Donc on revient à des vieux process
Donc il y avait une phase B tant musicale que cinématographique. Et en effet, Insomnia n'est visible à nouveau que pour les gens qui acquièrent le vinyle. Ouais. Et j'aime cette forme un peu d'exclusivité. Bonne idée. Et mais je limite quelque part le public, mais au moins ceux qui vivent l'expérience le Elle vivent. sera totale. Ouais. Voilà. Ouais. Est-ce que tu pourrais un jour t'intéresser ou faire de la fiction plus classique, plus traditionnelle, ou pas du tout? Estimes-tu que Shadow n'est pas une fiction? Comment dire? Non, pas au sens où on l'entend usuellement, disons. Très bien. Ça, on est quand même plus proche de l'expérimental. Oui. Non, je suis content de l'entendre dire. Oui, pourquoi pas. C'est pas quelque chose qui me fait vibrer à ce point, mais ça pourrait être un beau challenge d'y venir, ouais. Dernière question. Ouais. Sur ton regard sur le cinéma, sur l'avenir du cinéma. Ouais. C'est un débat qu'on a souvent ici. Qu'est-ce que va devenir le cinéma? Qu'est-ce qui va se passer? C'est souvent abordé au début d'émission, quand on fait Exactement. l'édito respectif. Et toi donc toi avec ton regard d'artiste, comment tu vois le cinéma dans 20, dans 30 ans? Dans 100 ans. Dans 100 ans. Dans 1000 mais ans. je sais pas si on sera là. Non, on ne sera pas, Mais on sait pas. est-ce que tu te projettes? Est-ce que tu as une idée sur ce que sera le cinéma et l'avenir du cinéma? Dans 1000 ans sur Mars? Dans 1000 ans, non, 1000 ans. Non, je... 10 ans. Dans 20, dans 30 ans? Je sais pas, avec tout l'avènement de l'AI, tout ce qu'on voit, il y a même des petits courts-métrages qui commencent à sortir. Je crois que j'ai vu un studio de Bollywood qui va sortir le premier long-métrage en AI, genre qui était reporté quand même de quelques mois, mais qui sort cet été, si je ne m'abuse, ou en septembre. J'ai vu le teaser, ça donne pas envie. Mais je sais pas, les documentaires, ça restera du cinéma documentaire, parce qu'on peut pas faire un documentaire d'AI. Donc les gens qui font du documentaire, de toute façon, ça reste nécessaire et essentiel de faire du documentaire. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. La fiction, peut-être qu'il y a des choses qu'il faudra implémenter ou des lois, mais moi, je suis quand même assez confiant, en fait. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être aussi un retour aux sources d'expérience, on le voit. Moi, je travaille aussi avec des jeunes en rupture. Il y a un retour de l'analogique, il y a un retour du toucher, du matériel, même s'il n'est pas exacerbé. Mais il y a quand même des envies d'aller vers quelque chose, vers une expérience. L'AI, je trouve qu'il y a quelque chose de très individualiste à vouloir faire son petit film de son côté. Moi, ce que j'aime dans les tournages, alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais ce n'est pas forcément le résultat final, c'est le process. C'est de rencontrer des gens, rencontrer un monteur, un chef d'écho, de passer 2 semaines à trouver la forêt nécessaire pour trouver le film ou la chambre d'hôtel. Sur l'IA, quelqu'un vous dirait « Mais moi, je peux la faire tout de suite. Ouais, mais elle est où l'expérience ?» Puis du coup, on individualise encore plus l'individu, alors que c'est le collectif qui demande à être encore plus fort. Donc, voilà, c'est ça. Et donc vraiment, dans les expériences, même photographiques, même si on est seul, quand je me balade à Hong Kong ou au Japon, je fais je rencontre des gens incroyables. Et jouer, justement, vu que je fais l'expérience depuis mon salon, c'est cool, mais j'ai pas, comme en Islande, la température, le temps qui change, j'ai pas la nourriture sur place. Enfin, je pense qu'on va revenir à un moment donné aux vraies expériences. Espérons-le. Ouais. Tu n'es pas confiant, toi, hein? Si, mais on est encore dans les... Pour moi, l'IA, c'est quand même une exception pour l'instant. Oui, bien sûr. Mais tellement de gens l'effet projettent la fin de la fin de. Moi, je reste plutôt confiant aussi. Moi aussi, je reste confiant. Ouais. L'IA, ça va pour les bobos ou les recettes de cuisine, mais le reste, j'y crois moyennement. Un petit tableau Excel, ça aide aussi. Ouais, éventuellement. Top. On a terminé avec toi, mais on a encore nos coups de cœur et coups de gueule. Si je m'en vais, non, je reste. Non, tu peux. Non, mais j'attendais ça justement, coup de cœur, coup de gueule. Je crois que c'est toi qui démarre. Ouais, c'est moi qui démarre. Ouais. Eh bien, moi, côté coup de cœur, je vais reparler de Cannes. Dans la précédente émission, on avait parlé beaucoup de la compétition. On avait su la compétition la veille ou l'avant-veille. Exactement. Et là, cette fois-ci, j'aimerais faire un petit coup de cœur pour une sélection. On parlait justement de film It's the Night, de la quinzaine des cinéastes, qui est pour moi une sélection toujours extrêmement judicieuse. C'est ta sélection préférée, je sais. Ouais, c'est ma sélection préférée, à Cannes. Et Pascal, quand même, il y a Bruno Dumont. Ah oui, ok. Voilà. Donc, pas en officiel, merci. Pourquoi il n'est pas en compétition? Oui, mais parce qu'il est au-dessus. Ouais, donc voilà, Bruno Dumont, boudé par Frémaux, qui débarque à la quinzaine. Comme Lucrezia Martel l'an passé. Hein. Exact. Chocobar avait été boudé par Cannes. Exact. En ouverture, on aura le film de Balagov, le russe. Moi, j'avais adoré. C'est Paradou Yudé, l'ouverture? Non, c'est sûr à 1000%. Le journal d'une femme de chambre, un truc comme ça? Alors, à moins que ça a changé, mais j'ai vérifié il y a 2 jours. J'arrête pas vérifié. Donc, le film russe de Balagov, avait fait Test Nota justement en 2017, j'avais beaucoup aimé. J'aime beaucoup Julie Jung aussi, qui va présenter son nouveau film Dora. J'avais beaucoup aimé About Kim So-hee et Girl at My Door. Je l'ai pas vu. Ouais, qui est vraiment super bien.
Il y a le documentaire de Alain Cavalier, il y a le nouveau film de Lisandro Alonso, Ouais. donc Eureka quand même Qui aurait récemment. pu être en compétition. Il est plus maintenant en compétition. Il était une fois. Ouais, Radu Jude, tu viens de le dire, qui est aussi. Ouais. Et puis la nouvelle dinguerie aussi de Dupieux. Là, on parle Encore allez, deux films il de a 2 Dupieux. films. Ça m'étonne pas. Et là, c'est un film donc en 3D, en pixels, hyper mal fait, Ouais. avec Alain Chabat qui est tout pixelisé. Avec En une, low-fi, une un affiche peu. toute vilaine. Ouais, mais qui a l'air. Enfin, moi, je suis un grand fan de Dupieux, donc. Ça dépend des donc, fois, mais bon. je Mais il a trouve aussi qu'il y un autre film en officiel. Hein. en séance de minuit. Ouais. Exact, en hors compète. Donc il présente 2 films en hors compète et à la Joli. quinzaine des cinéastes, joli. Et du coup, pour moi, ça s'annonce très très bien encore cette quinzaine. Et coup de gueule, j'ai envie de reparler de Michael parce que on l'a dit tout à l'heure, mais en effet, carton historique au box-office, record historique aux États-Unis, Communiqué de partout. presque 100 millions de dollars. Premier Ouais. week-end, donc vraiment une tornade. En France, la même chose. En Suisse aussi, tu En l'as Suisse dit, aussi, Pascal, ouais. tout à l'heure. En fait, ça me rend fou parce que le film est tellement médiocre et le fait que ça fonctionne comme ça, ça va pas nous aider. Plus on dit parce ça, que- plus il y aura des gens. Hein. Exact, ça va pas nous aider parce que en fait, ça va Ça, c'est stimuler tous ces biopics que je trouve vraiment mauvais. Musicaux. Tous les biopics musicaux, pardon. Donc, moi, j'avais détesté Rhapsody aussi sur Freddie Mercury, que j'avais trouvé ça nul. Moi, j'aime pas le aussi, Robbie Williams. Le Ro- truc avec le singe, là, c'est quoi déjà? Non, ouais, ça c'était autre chose, ouais, avec Robin Williams. Il y avait Rocketman de Elton John. Bref, tous ces biopics un peu musicaux qui servent à Bob rien, qui Dylan, ne il y a disent rien. Beaucoup mieux, ça. Mieux. Mmh. Mais ça dépend lequel. Mais Lequel ouais. Avec Timothée Chalamet ou avec Ah, il y en a deux. ouais, Ah il y en a oui, deux. Todd Haynes. Todd Haynes, ouais. J'aime mieux le Todd Haynes. Mais en tout cas, moi, ce qui me déprime, c'est quand il y a des films mauvais qui marchent. Et du coup, Alors c'est là, mon t'es coup. content. Hein. Et du coup, là, c'est mon gros coup de gueule, mais je peux rien faire. Donc voilà. Et toi, Pascal? Ah ben, j'ai un coup de gueule qui est encore en film d'import direct, un import direct qu'on traite Oui. pas dans grand angle parce qu'il y a un sommaire. Trop On chargé. va tout mettre. Mhm. C'est un film qui s'appelle Un balcon à Limoges. C'est réalisé par Jérôme Rebaud. Et c'est tiré de faits réels. C'est un film que j'adore. C'est un de mes coups de cœur de Locarno en 2025. C'est un film cruel et pourtant assez solaire. C'est paradoxal. Qui parvient à déranger avec une certaine radicalité. C'est l'histoire d'une amitié entre deux filles. Une amitié qui bifurque vers quelque chose d'autre. Qui bascule dans le fait divers le plus terrifiant, le plus atroce même. Je ne vais pas en dire plus. C'est aussi glaçant que désincarné au fond. Jérôme Rebaud, donc le réalisateur, j'ai pas l'impression qu'il prenne parti. Il nous laisse un peu seul avec cette mécanique glaçante, cette mécanique qui nous échappe. C'était vraiment mon coup de cœur à Locarno en 2025. Il était dans la section cinéaste du présent, qui pour moi est une section qu'il faut suivre attentivement, parce qu'il y a toujours des films intéressants. Et donc ça passe au Grutli, sauf erreur, le 6 mai, sans doute peut-être aussi Tipuyi. Et je le recommande d'autant plus qu'il y a Fabienne Bab, qui est une actrice que j'aime beaucoup et qu'on ne voit pas très souvent, pas assez souvent à mon goût. Elle joue une des deux femmes, à vous de la voir laquelle. Et coup de gueule, j'avais pas vraiment de coup de gueule cette semaine. Je me suis dit, est-ce qu'on va reparler du Diable s'habille en Prada 2 ? Non, Franchement, on a Non. déjà... c'est une cata, quoi. Je vais On pas va m'énerver pas. là-dessus. C'est Non, aussi non. mauvais que le 1, voilà. Ouais, pas la peine. quoi. Voire pire. Alors, mon petit coup de gueule, c'est contre les attachés de presse. Parce que Donc, tu vas te faire des amis, là. Non, alors ça, ils savent. Depuis qu'on a reçu la liste, faut qu'on nous ait communiqué la liste de tous les films cannois, on est littéralement harcelé du matin au soir par tous les attachés de presse de tous les films, qui nous proposent des interviews, qui nous signalent qu'il y a le film à telle heure, il n'y a pas encore les horaires, mais ça va venir. Alors, en revanche, pour nous montrer les films, là, ils sont pas là. Ils ou elles sont pas là. Et pour nous proposer des junkets à 10 personnes ou à 15 personnes à 10 minutes avec des inconnus, là, ils sont là. Non, merci, dans les deux cas. Voilà. Je trouve cette hystérie, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est vraiment tous les jours 20 ou 30 Épuisant. mails. Mhm. C'est pas des coups de fil. Mhm. Voilà. Et désolé pour eux. Mais c'est pas un travail facile. Non. C'est pas un travail facile. Non, parce Ouais, qu'ils on peut doivent- pas leur en vouloir. Les vendeurs du film les pressent de Mais faire bien de la presse. sûr, bien sûr. Non, mais ils sont un peu entre deux, entre l'artiste et le journaliste, et c'est une position qui est difficile. à C'est pas tenir. facile que on Non. peut acheter. Quand ils sont Ouais. beaucoup achetés, il est salé. Quand il y a des stars, ça va. Mais sinon, ouais. C'est ceux-là qui sont demandés en plus, le paradoxe. Donc voilà, on en a terminé pour cette 15e déjà, 15e numéro épisode. de- Ouais, ça, Joli. Ouais, ça Bravo. file 16 si on compte le best-of. On exactement. compte pas. Si on compte. Si on compte. Parfait, merci Merci à vous pour Pascal. Pascal d'être venu, en tout cas, d'avoir partagé toutes ces infos avec nous. Avec grand Ta plaisir. dernière actualité, du coup, là, Dans serait, 3 jours, quelque chose de nouveau. serait Ben, lui, Tokyo il a Tokyo Flash. Flash. Oui. Ok, Tokyo donc Flash. Tokyo Flash. Petit livre sur le Japon. Pardon, Tokyo maintenant, comme son nom l'indique. Tokyo un peu Chacun. sous acide. On a 2 livres.
Tokyo sous Sans, acide. sans fla- sans- Sans en flash. flashant et en regardant pas en ne regardant pas mon cadre. Et il y a un vernissage de prévu. Ils viennent de Il y passer. a déjà eu. Il vient- il y a Ouais, déjà eu. mais merci. Ok. Et ben voilà, à bientôt. À bientôt, dans quelques jours. Ah, On n'est pas là. Prochaine émission, cette émission sera diffusée en effet juste avant Cannes. Ouais. Et la prochaine émission sera pendant Cannes. Normalement. Et oui, on va Si faire tout va bien. si Ah, tout va bien, on va bravo. faire Tout va un grand bien. angle, plusieurs grands angles Plusieurs. En plus direct. courts et Sur place sur D'autres place formules. à Cannes, avec une nouvelle formule. avec Donc des on se invités, dit, des invités chaque fois, mais nous n'aurons pas les assez doux. Enfin, je ne pense pas. je que ne nous pense aurons les pas. assez Un peu, doux. mais Soyez qui sait. confiants, arrêtez de. Et, Là, c'est pas une question de confiance, c'est une question de réalisme. et donc, on se retrouve à Cannes. Voilà. On Ciao. se retrouve à Cannes. Ciao. Ciao, ciao, À ciao. bientôt. Ciao.